Avant tout, je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence la rencontre d'aujourd'hui, dimanche 9 octobre. Rencontre initiée par notre ami Karim Ouaras, directeur adjoint au SEMA, qui m'a demandé de venir vous parler de mon livre intitulé « Mémoire des militants de l'os ». Je me fais entendre, je pense. Oui, ça va? Oui. J'aimerais tout d'abord souligner que mon ouvrage est non seulement un récit autobiographique qui raconte mon parcours, mais également historique, puisqu'il raconte un épisode méconnu et important de la lutte du peuple algérien pour l'indépendance nationale. Cet épisode est celui de l'os. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette organisation spéciale ou secrète, il importe de rappeler certaines étapes du mouvement national. Le courant nationaliste revendiquant l'indépendance de l'Algérie est né à Paris dès 1926 au sein de l'Étoile nord-africaine, puis du PPA, Parti du peuple algérien, qui s'est implanté en Algérie en 1937. Les deux organisations étaient coiffées dès le départ par Messali Hadj. Elles furent rapidement dissoutes par les autorités françaises, mais le PPA a continué à activer dans la clandestinité. Pour essayer d'agir en toute légalité, le PPA a créé le MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Mais l'occupant français était opposé à toute forme d'action réclamant des droits réels pour les Algériens. Devant cette obstination, le PPA a, au cours d'un congrès tenu à Bellecour en 1947, décidé de créer une organisation spéciale et ou secrète, l'OS, qui sera chargée de préparer la lutte armée pour arracher l'indépendance de l'Algérie. Je vais donc vous parler de l'OS à laquelle j'ai appartenu de fin 1947 jusqu'à son démantèlement en mars-avril 1950. L'organisation, le fonctionnement et les objectifs de l'OS figurent dans mon livre, pages 167 à 215. Qu'est-ce que donc l'OS et quel fut son rôle? Comme je le dis très souvent, le 1er novembre n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Car avant d'être le début d'un combat long, tragique et douloureux pour le peuple algérien, il est l'aboutissement de luttes incessantes qui remontent à la fin des années 1920. Ces luttes furent marquées par des brimades, sévices, emprisonnements, tortures exercées par les forces de répression colonialistes à l'encontre de milliers de militants nationalistes. Il importe de rappeler que la revendication de l'indépendance de l'Algérie a été prônée dès 1926 avec la création au sein de l'immigration parisienne de l'Étoile nord-africaine. Celle-ci fut dissoute, comme je l'ai dit, par le gouvernement français en janvier 1937 et remplacée en mars 1937 par le Parti du peuple algérien. Ce parti radical s'est répandu à travers toute l'Algérie et pendant des décennies, il fut le principal porte-drapeau de la lutte pour la libération nationale. Il y a eu des partis réformistes et même assimilationniste, mais le PPA, dès le départ, proclamait la lutte pour l'indépendance. Dissous par les autorités françaises dès le mois de septembre 1939,
les responsables et militants du PPA ont continué à activer dans la clandestinité, subissant sans arrêt une répression atroce. Pour participer, comme je l'ai dit, aux élections organisées par l'administration française et faire connaître publiquement ses idées, le PPA créa en 1946 un parti légal, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques dont j'ai parlé. Mais ceci est devenu une option inefficace parce que les élections étaient truquées, il y a eu des arrestations de militants, des obstructions diverses. Le PPA-MTLD s'est vite aperçu que le colonialisme ne voulait rien céder de ses privilèges. Le parti finit par tirer la conclusion que seule la lutte armée mettra fin à l'occupation française. Pour cela, il fallait se préparer pour ne pas commettre les erreurs de 1945, qui nous a coûté plus de 40 000 victimes. Comment la création et la structuration de l'os. Lors du congrès tenu à Bellecour, donc en février 1947, le parti décida la création de l'organisation spéciale paramilitaire, l'OS. Celle-ci avait pour objectif la préparation des cadres et militants en vue de l'insurrection générale au moment opportun. La mise en place des structures de l'OS s'est réalisée dans le courant des années 1947-1948. Cadres et militants furent choisis parmi les éléments les plus sûrs et aguerris du PPA-MTLD. Il fallait d'abord se doter d'une direction. Celle-ci était confiée à un état-major national composé d'un coordinateur, Mohamed Belwizdad, d'un responsable militaire, Belhadj Jilali, d'un responsable politique, Hossein Aït Ahmed, et puis de responsables départementaux. Ahmed Ben Bella pour l'Oranie, Maroc Mohamed pour l'Algérois, Reghimi Jilali pour Algéville et la Mitidja, Aït Ahmed pour la Kabylie et Boudiaf pour le Constantinois. Mohamed Belwizdad assurait la liaison avec le bureau politique du PPA. Cet organigramme a d'ailleurs été modifié plusieurs fois. Comment étaient recrutés les membres de l'OS? Les éléments qui ont été versés dans l'OS ont été préalablement sélectionnés parmi les militants du PPA-MTLD qui devaient répondre à des critères rigoureux et satisfaire à des conditions strictes, telles que conviction, discrétion, courage, stabilité, endurance physique, etc. Le futur membre de l'OS est d'abord contacté par un militant du parti, de ses connaissances, qui le met en relation avec un inconnu. Il est avisé des impératifs susvisés et soumis ensuite à diverses épreuves. Son adhésion définitive à l'OS est consacrée par une prestation de serment sur le Coran. Je jure au nom de Dieu et du Coran que je ne trahirai jamais l'organisation, comme je jure de ne rien divulguer, ni à mon père, ni à mon frère, ni à une autre personne, quelles que soient les circonstances et les souffrances. Une discipline sévère s'imposait aux membres de l'OS. Interdiction aux militants de parler de leurs activités. On n'avait pas le droit de démissionner de l'OS. On ne pouvait pas s'éloigner de son domicile ou être muté sans l'accord de la hiérarchie. Organisation et fonctionnement de l'OS. Territorialement, l'Algérie fut décomposée en 5 départements. Chaque département ou unité militaire était divisé en zones comportant des régions et coiffant une ou plusieurs actions. La structure de base de l'OS était le demi-groupe, constitué de 2 militants, plus un chef égale 3. Deux demi-groupes forment un groupe,
3 plus 3 égale 7. Et enfin, deux groupes ou plus formaient une section. Ces structures étaient rigoureusement cloisonnées entre elles. Chaque demi-groupe menait une activité séparée, sans aucune liaison avec d'autres demi-groupes. Le contrôle des groupes et demi-groupes s'effectuait par un chef sous une cagoule. Moi-même, mon groupe était contrôlé une fois par Boudiaf, qui est venu en cagoule, effectivement, et je n'ai reconnu que parce que je savais que sa voix était rockeuse. Il avait la voix rock. C'est ainsi que je sais que c'est lui qui les a contrôlés. Les militants de l'os recevaient une double formation. L'une dite morale et politique, consistant à inculquer aux militants ses devoirs, son rôle, l'esprit de sacrifice, le comportement face à la police. L'autre est militaire, basée sur le contenu de 2 brochures comportant 24 leçons. Cela allait de la leçon de tir aux missions individuelles jusqu'à l'organisation d'une guérilla. Sur le plan pratique, l'état-major s'entoura d'un service général comprenant 3 sections spécialisées. La section des artificiers, créée en 1948 par Belhaj Jilali, assisté de Arab Mohamed, dit Mokran. Elle entraînait les militants au maniement des armes, aux manœuvres sur le terrain, à des exercices d'alerte. Elle a réussi à fabriquer des bombes, des grenades explosives et offensives et recevait des notions sur les techniques de destruction des ponts. La section des transmissions, créée par Maroc Mohamed, était dirigée par la suite par Asla Ramadan. Elle comprenait des spécialistes en électricité et en radiotransmission. Un militant employé à l'atelier industriel de Maison-Blanche, Benamar Mouloud, a pu fabriquer un poste émetteur fonctionnant sur batterie. La section complicité ou de logistique, sous la direction de Yousfi Mohamed, était chargée de trouver des refuges et lieux d'accueil pour des clandestins et des personnes recherchées. À cet effet, elle prenait contact avec des personnes dont on était assuré de la discrétion. Les activités de l'os étaient bien encadrées. À la fin de 1949, on peut dire que l'instruction des militants, dont le nombre était estimé entre 1000 et 1500, était achevée. Un peu partout, une certaine impatience se manifestait. Des éléments de la base voulaient que l'on passât aux actions pour lesquelles ils étaient préparés. L'attention de la direction du PPA-MTLD fut attirée sur cette fébrilité et sur le danger que courait l'os, dont le secret avait été maintenu jusque-là. Pendant 2 ans, donc, l'os a fonctionné tout à fait inconnu des services français. Le cloisonnement devenait de plus en plus difficile à préserver et la mobilisation des militants pouvait se relâcher. On n'était pas à l'abri de fuites pouvant survenir à tout moment. Et malheureusement, justement en mars 1950, l'incident fatal arriva. La fuite et le démantèlement partiel de l'os. L'affaire est partie de la région des Tébessa. Un responsable local de l'os, un nommé Abdelkader, dit Rahim, était soupçonné de renseigner la police. L'Arbi Ben Mehdi, chef du Constantinois, fut chargé de l'enquête. Un commando de l'os s'empara de Rahim et lui donna, comme on dit, une correction. Blessé au village, ce dernier s'échappa et alla droit au commissariat. Sur ces indications, la police perquisitionna les domiciles de plusieurs militants, chez qui elle découvrit des armes de guerre, des munitions, divers documents
dans des quarts d'état-major. Cela aboutit à l'arrestation dans le Constantinois d'une trentaine de militants qui ont été soumis à des interrogations musclées et à des tortures systématiques, entraînant une répression abominable. Ainsi, les forces de police, après cette fuite, se mobilisèrent à travers le territoire national. Près de 400 militants et responsables de l'OS furent arrêtés, dont Ben Bella, c'est-à-dire les chefs, Belhaj Jilali, Regimi Jilali, Youssef Mohamed, Mahsas Ahmed, Driss Driss et moi-même. Certains dirigeants de l'OS, tels Boudiaf Mohamed, Ben Boulaïd, Bitat, Didouche Mourad, Krim Belkacem ou Amran, et de nombreux militants de base ont pu échapper à la police. La vaste opération policière de mars à mai 1950 a touché des dizaines de membres de l'OS, qui furent soumis à des violences et tortures atroces. Coups d'une brutalité inouïe, électricité, supplice de la baignoire, que j'ai subi moi-même, goulot de bouteilles dans l'anus, etc. Tous les moyens furent utilisés pour obtenir des aveux. La torture avait fait tellement scandale qu'elle fut dénoncée à l'époque en France par des personnalités et intellectuels tels Jean-Paul Sartre et Claude Bourdet, directeurs de l'Observateur. Après l'affreux passage entre les mains de la police, les prévenus ont été incarcérés dans diverses prisons. Ceux du centre du pays furent internés à la maison d'arrêt de Blida. Les détenus de l'OS ont été soumis au départ au régime du droit commun. Il a fallu se battre. Grève de la faim, tapage nocturne, refus d'exécuter les ordres pour obtenir un traitement moins sévère. À la prison de Blida, où je suis moi-même interné, nous étions une soixantaine, répartis dans 2 salles, où fut présent notamment Ben Bella, Belhaj et Regimi Youssi, etc. Pour nous assister, le parti prit 2 avocats du barreau d'Alger, maître Bentoumi et Kiwan, qui appartenaient au PPA-MTLD. Ils nous ramenaient des nouvelles et des journaux de l'extérieur. Procès des membres de l'OS. Après plusieurs mois de détention, les 56 prévenus de la maison d'arrêt de Blida, ainsi que les détenus des autres prisons, 258 au total, étaient accusés d'association de malfaiteurs, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention illégale d'armes et de munitions de guerre et d'explosifs. L'instruction a duré plusieurs mois. Le procès eut lieu dans le courant du 4e trimestre 1951, soit 18 mois après les arrestations. Ce fut un procès retentissant qui eut des échos à travers toute l'Algérie et en France. Les prévenus furent défendus par des avocats français de renom, tels Maître Stib et Douzan du barreau de Paris. Après plusieurs semaines d'audience, les juges français prononcèrent à l'encontre des prévenus des condamnations allant de 2 à 7 ans. Les responsables de l'OS qui avaient échappé à la répression furent condamnés par contumace à des peines plus sévères, 10 ans. Dissolution puis reconstitution de l'OS. Quelques mois après la répression qui s'est abattue sur l'OS, au printemps 1950, des responsables ayant échappé à la police ont proposé au parti, PPA, la reconstitution de l'organisation spéciale, suivant une nouvelle conception. Dans un écrit, Mohamed Boudiaf rapporte que la direction du MTLD ne répondit pas à cette proposition. Elle ne voulait pas de reconstitution de l'OS. Celle-ci, c'est-à-dire la direction du MTLD, décida par contre de dissoudre l'OS et offrit à certains des responsables recherchés des réintégrations et des affectations au sein du parti,
À titre d'exemple, Aït Ahmed se retrouva au Caire, Boudiaf à Paris, Didouche Mourad à Bogari. Mais les rescapés de l'os, Boudiaf, Ben Boulaïd, Ben Mhidi, Ben Aouda, Ben Tobal, Ben Abdelmalek, Didouche, Meshati, Souidani, Boujema, Zirot Youssouf, n'entendaient pas baisser les bras. Ils s'engagèrent à reprendre les choses en main, d'autant qu'au cours de l'année 1953, la direction du PPA-MTLD s'était scindée en deux tendances antagoniques, messalistes d'un côté, centralistes de l'autre. Une situation qui pouvait mettre en danger le fruit de 30 années de lutte et de militantisme contre l'occupation. Je m'explique un petit peu sur cette scission entre messalistes d'un côté et centralistes de l'autre. Messali, à un moment donné, il voulait être nommé, enfin désigné président à vie et également avoir le pouvoir de décision tout seul. Ce contre quoi les membres du comité central ont estimé que toute décision doit faire l'objet de débats et que, en somme, on décide que lorsqu'on a acquis la conviction que ce qui va être décidé est valable. Donc c'est là qu'a entraîné la scission entre les messalistes, qui étaient peu nombreux d'ailleurs, c'était composé surtout des anciens, les plus âgés, et les centralistes, de membres du comité central, qui contestaient donc à Messali le fait de vouloir être maître absolu. Alors cette situation, donc, comme j'ai dit, qui pouvait mettre en danger tout le parti, a amené donc les respondants à créer le CRUA. Peut-être certains ont entendu parler du CRUA. Donc devant la confusion qui régnait suite à la scission au sein du MTLD, 4 anciens dirigeants de l'OS, Boudiaf, Ben Boulaïd, Ben Mhidi et Bitat, ont tenu des réunions avec 2 centralistes. Les messalistes s'étaient exclus d'eux-mêmes. Le but était d'essayer de sauver le parti de la dérive. Ces rencontres aboutirent à la création du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, le CRUA. Le comité composé de 2 anciens de l'OS et de 2 centralistes vit le jour le 23 mars 1954. Une proclamation fixant les objectifs visés par le CRUA a été diffusée à travers un bulletin intérieur, le Patriote. Selon Boudiaf, certains centralistes donnaient l'impression de tergiverser, estimant que le passage à l'action armée était prématuré. Dès lors, des cadres de l'OS se mirent à sillonner le pays pour reprendre contact avec tous les anciens militants de l'OS, disséminés à travers tous les territoires nationaux. Les 4 dirigeants cités plus haut, auxquels s'est joint Didouche Mourad, décidèrent de se réunir pour poser les problèmes de l'action à mener et de la mise en place des structures de suivi. La réunion des 22 et la constitution du comité des 6. Le 25 juin 1954, selon Boudiaf, se sont réunis au Clos Salambier, le Madania à Alger, pour ceux qui connaissent Alger, 22 anciens responsables de l'organisation spéciale. La plupart d'entre eux étaient recherchés par la police française, mais ils avaient maintenu des contacts avec d'anciens membres de l'OS. La séance était présidée par Ben Boulaïd. Boudiaf devait présenter un rapport sur les réunions tenues antérieurement. Les points inscrits à l'ordre du jour étaient principalement les historique de l'OS depuis sa création jusqu'à sa dissolution, bilan de la répression et attitude de la direction du parti, la crise du PPA-MTLD et ses conséquences. Et puis, en Tunisie et au Maroc, il y a eu un commencement d'insurrection. Donc on s'est dit comment les Tunisiens et les Marocains se souviennent et nous restons les bras croisés. Alors que faut-il faire?
La motion adoptée par les 22 proclamait, entre autres, de sauver le mouvement révolutionnaire algérien de la débâcle, de déclencher la lutte armée dans les moindres délais, seul moyen pour dépasser les luttes intestines et libérer l'Algérie. Charger le responsable national qui sortira du vote de mettre sur pied une direction qui aura pour tâche d'appliquer les décisions de la motion adoptée. Ensuite fut formé le comité des 6, comprenant Boudiaf, Ben Boulaïd, Ben Mehdi, Bitat, Didouche et Krim Belkacem. Il était chargé de mettre en application la résolution de 22 qui préconisait de regrouper les anciens de l'OS et les intégrer dans une nouvelle structure, de reprendre l'instruction militaire à partir des anciennes brochures de l'OS, d'organiser des stages de formation en explosifs et de fabrication de bombes, ainsi que des exercices pour, autant que possible, assurer un bon départ, le bon départ de l'insurrection. Les ultimes décisions avant l'étincelle du 1er novembre. Après de multiples réunions et contacts, y compris avec la délégation extérieure qui était au Caire, le comité des 6 fixa pour la nuit du 1er novembre 1954 la date du déclenchement de la lutte armée. En quelques mois, il avait travaillé d'arrache-pied pour constituer les premiers commandos, les former et les armer. Il fut procédé aussi à la délimitation des limites géographiques des 6 wilayas retenus et la désignation des responsables. Ces responsables furent Ben Boulaïd pour les Aurès célestes constantinois, Didouche, assisté de Zirot pour le nord constantinois, Krim Belkacem, assisté de Amran pour la Kabylie, Bitat, assisté de Souidani pour les restes du département d'Alger, Ben Mehdi pour l'Oranie. La 6e wilaya n'existait alors que sur le papier, elle couvrait le sud du pays. Quant à Boudiaf, il fut chargé de rejoindre la délégation extérieure pour porter des documents et obtenir des armes et des munitions pour les maquis. Boudiaf souligne en particulier dans ses écrits que des tentatives d'achat d'armes par l'intermédiaire d'un Marocain ont échoué et qu'aucune arme, dit-il, n'est entrée au pays avant le 1er novembre. Seule la wilaya des Aurès disposait d'un stock d'environ 300 armes achetées en Libye en 1948. Les militants des autres wilayas se sont débrouillés quelques armes individuelles. La déclaration du 1er novembre, acte fondateur de la Révolution, proclamait en substance la lutte pour l'indépendance nationale, la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social, le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race ni de confession. À noter que cette proclamation a été imprimée sur Ronéo en plusieurs centaines d'exemplaires au village Ireli Moula, wilaya de Tizouzou, sous la direction de Zamou Mali, auquel Krim Belkacem avait confié le manuscrit. Le village Ireli Moula, c'est mon village natal, moi-même. Le travail de formation, de sensibilisation accompli par les premiers éléments de l'ONS a débouché ainsi sur la mobilisation de centaines de militants, pleins de foi et d'enthousiasme, qui, à partir des Aurès de la Kabylie, allumèrent l'étincelle de la nuit du 1er novembre 1954. Le feu s'étendit ensuite à tous les territoires. Et pour conclure, les rappels ci-dessus montrent que l'organisation spéciale LOS et les éléments qu'elle avait formés ont joué un rôle primordial dans la préparation de l'héroïque combat qui a commencé le 1er novembre 1954. Combat soutenu par tout le peuple algérien qui a enduré des douleurs, des souffrances et des sacrifices jusqu'à la proclamation de l'indépendance en 1962. Il est néanmoins déploré que l'épisode de l'os est ignoré de la plupart des Algériens. Il est vrai que pendant deux décennies au moins, l'œuvre de l'os a été complètement occultée.
La presse écrite et audiovisuelle n'en parlait pas. Les manuels d'histoire non plus. Il a fallu attendre les débuts des années 1980 pour que l'historien Mahfoud Qaddash donne des détails sur l'os. Dans son ouvrage, en deux tomes, Histoire du nationalisme algérien. Par la suite, l'hebdomadaire Alger Actualité du 4 juillet 1985 avait édité un numéro spécial sur l'os, mais sur l'ordre dont on ne sait qui, a été retiré rapidement des kiosques. Il demeure que même de nos jours, l'organisation spéciale est méconnue. Elle a pourtant existé pendant plus de 2 ans. Elle a réussi, dans le secret le plus absolu, à mettre sur place des structures et des hommes qui ont formé des centaines de militants, artisans et précurseurs de l'événement du 1er novembre 1954. Si cette contribution peut aider à connaître un peu mieux ce que fut l'os, je m'en réjouirai. Merci de votre attention.